Salut tout le monde. Bravo à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ici à cette première salle. Bonjour à la deuxième salle qui est derrière. Bonjour à la grande salle qui est pleine. Grenoble, vous faites la démonstration ce soir. Que celles et tous ceux qui voulaient nous faire taire, le résultat, il est ici, dans ces trois salles qui sont pleines à craquer. Et les plus de 1000 personnes qui sont présentes ce soir. Soyez sûrs que votre nombre, vos sourires que je vois ici dans cette salle, et je suis sûre, petit message aux salles qui nous accueillent, il y a de l'ambiance ici et il y a des sourires, donc vous allez faire aussi bien dans les autres salles quand je vais venir. Vous avez entendu un peu de pression, ça fait du bien, c'est le principe du capitalisme, c'est la pression. Mais aujourd'hui, avec votre sourire et votre nombre, vous faites la démonstration de finalement ce que vous savez déjà. À chaque fois qu'ils vont essayer d'intimider, à chaque fois qu'ils vont essayer de nous pointer du doigt, à chaque fois qu'ils vont essayer de nous criminaliser, à chaque fois, nous trouverons activement sur leur chemin et votre nombre ce soir en est encore la démonstration. Vous savez, en réalité, la censure est l'arme de ceux qui ont déjà perdu. Et je vois un petit concours entre les différents ministres et les différentes personnalités au pouvoir. Et donc là, on a la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est dit « Moi aussi, j'ai joué à poursuivre les insoumis ». Vous avez vu qu'elle a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Oh, c'est leur dernière idée. Eh bien, si vous me le permettez, tous ensemble, envoyons depuis Grenoble un petit message à la ministre de l'Enseignement supérieur. Si la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, s'ennuie le soir et se demande quoi faire de sa fonction de ministre de l'Enseignement supérieur, alors qu'elle aille plutôt s'occuper des étudiants, de la précarité étudiante, de tous les étudiants qui sont virés du Crous, par exemple, voilà ce qu'il pourrait faire activement. Alors les amis, je vais aller voir la salle d'après, puis après la grande salle, mais je vais vous dire à quel point votre présence, votre nombre, votre patience ici, y compris dans cette salle, nous réchauffe le cœur et les esprits collectivement, mais surtout nous donne la force. Nous donne la force pour aller battre la campagne jusqu'au 9 juin, pour les prochains meetings, faire aussi bien et même mieux, pour envoyer un message à toutes les forces politiques qui se disent, ou tous les commentateurs, les insoumis, il ne se passe rien dans leur campagne. Allez, venez ici à Grenoble et vous verrez qu'il ne se passe pas rien. Lâchez rien les amis, lâchez rien. Jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, lâchez rien jusqu'au 9 juin. Merci à vous. Merci. J'adore, vous m'avez en double en fait. Alors, cette salle, c'est des petits chanceux. Vous venez de m'avoir eu en double. Quand je suis entrée dans la salle, j'étais encore sur l'écran que j'apparaissais. Alors, cette campagne, on n'a pas les hologrammes, mais on a trouvé une autre manière de se dédoubler. Merci aussi à vous d'être si nombreuses et si nombreux. Ça fait plaisir de voir une salle en vrai qui est si jeune, si déterminée. Bon, au point où on en est, on aurait dû louer toute la salle de Grenoble pour faire remplir tout le monde. On y pensera pour la prochaine fois. Pour tous les journalistes aussi qui se demandent mais vous, les insoumis, il ne se passe pas grand-chose dans votre campagne. Bon, ce soir, je crois qu'il y en a qui n'ont
pas pris la peine de faire le déplacement depuis Paris. Eh bien, je crois que vous êtes la meilleure réponse de cette campagne pour toutes celles et tous ceux qui l'ont faite en 2019, qui voient que quelque chose se passe. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, y compris quand on a fait un meeting pour l'élection présidentielle à Grenoble, pour ceux qui s'en souviennent, en 2022. Et donc, votre nombre aussi, pour moi, est une réponse dique. Vous savez, j'ai pas l'habitude de citer Voltaire, mais il disait que, je vais prendre mes notes pour pas égratigner sa citation, je ne suis pas d'accord avec vous et avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Eh bien, aujourd'hui, c'est la démocratie qui se mobilise. C'est toutes celles et tous ceux qui sont interrogés par ce qu'il se passe dans le pays. Mathilde en a longuement parlé. Poursuivre la présidente du principal groupe d'opposition, interdire des meetings, poursuivre une candidate sur ma liste. Quelle est la prochaine étape? Veulent dissoudre la France insoumise? Je ne devrais pas leur donner de mauvaises idées. On ne sait jamais, c'est peut-être la prochaine étape. Mais pour prendre quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, qui est Victor Hugo, qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et cette idée, celle de l'insoumission, mais aussi ce combat pour lequel nous sommes criminalisés, c'est ce combat pour la paix. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. La jeunesse nous en a fait la démonstration, nous a montré le chemin. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Le temps est désormais venu pour un cessez-le-feu à Gaza, pour un embargo sur l'envoi d'armes à Israël, pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Voilà ce qu'ils veulent que nous ne défendions pas. Voilà la raison pour laquelle ils veulent nous faire taire. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, ici dans cette salle, dans la salle d'à côté, mais aussi dans la grande salle qui va m'accueillir dans un instant, faites du bruit, montrez que non, ils ne nous feront pas taire et que nous sommes bien nombreuses et nombreux ici à résister pour défendre la démocratie dans notre pays. Lâchez rien, les amis, lâchez rien! Merci. Merci les amis. Quelle ambiance, hein? Pour ceux qui étaient venus chercher un peu d'énergie, moi perso j'ai déjà fait le plein. Et là vous vous dites, ah non, on a attendu 1 heure et en plus elle va se casser. Non, je vous rassure, je suis là pour un petit moment avec vous. Vraiment, merci. Je crois que dans ces temps, Mathilde en a dit un mot, la chaleur du militantisme, la chaleur de chacune et chacun dans cette salle, en plus au sens propre comme figuré, parce que pour ceux qui nous suivent à distance, il fait plutôt chaud. Derrière moi, ils sont en train de mourir et se dire combien de temps elle va parler, on va crever de chaud. Je crois que cette chaleur, c'est aussi ça qui nous fait tenir. Vous êtes si nombreuses et si nombreux à venir nous voir en manifestation, après les meetings, à nous dire vous êtes celles et ceux qui tenaient bon. Alors à moi de vous dire et de vous dire quelque chose et de vous faire une petite confidence. C'est grâce à vous que nous tenons bon. C'est grâce à votre force. C'est grâce à votre détermination. C'est grâce à vos sourires. C'est grâce à votre joie. Et ce slogan, se donner la force de tout changer, vous en faites
l'incroyable démonstration aujourd'hui. Et je veux vraiment saluer les militantes et les militants politiques qui savent désormais que pour une action politique, que pour un engagement politique, ils risquent d'être demain poursuivis en justice ou criminalisés pour leurs opinions politiques. Oui, camarades, c'est un joli mot. Alors camarades, permettez-moi de vous appeler aussi amis. Vous êtes l'honneur de la démocratie, l'honneur de la politique. Et je voudrais que toutes celles et tous ceux, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, viennent ici, dans nos salles, bondées, comme jamais on a fait dans une élection européenne, pour comprendre ce qu'est cette chaleur humaine, cette force que vous avez chacune et chacun ici, et qu'on se transmet collectivement. Alors pour tout ça, mille merci les amis et les camarades. Et pendant qu'on cause de meeting en meeting, on a le président de la République qui, lui, a droit de privatiser une université. Alors nous, on n'a pas le droit de faire des conférences. Lui, il peut privatiser une université. Et au passage, en privant de la jeunesse le droit d'étudier, bon, après, ils nous font des nœuds au cerveau parce que la Sorbonne aurait été bloquée quelques heures. La semaine dernière, ça a été aussi un petit peu bloqué. Et il nous fait tout ça le temps d'un petit exercice d'autosatisfaction devant une salle, j'ai bien regardé les images, en réalité remplie de courtisans aux cheveux gris, donc son adresse à la jeunesse et son message pour l'avenir, on repassera. Et bon, j'arrive au contenu quand même. J'imagine que personne ici dans cette salle s'est infligé les 2 heures d'Emmanuel Macron. Faites pas ça. Faites pas ça, vous aurez mal à la tête, vous aurez une migraine directe. Je suis sympa, je l'ai fait pour vous. Mais je ne vais pas vous faire les 2 heures, rassurez-vous. Mais au passage, quand même, il y a une petite question. 2 heures de privatisation des moyens de l'État. Nous avons écrit à l'ARCOM, le nouveau CSA, et on n'a toujours pas de réponse. Et je me pose une question. On a quand même le président de la République qui vient présenter le programme de sa tête de liste, Valérie Hayé. Au passage, je serais la tête de liste, je n'aurais pas trop apprécié. Et personne, à un moment, se dit, le président de la République qui utilise les moyens de l'État pour aller présenter un programme sans que le tout soit décompté du temps de parole de la dite candidate Valérie Hayé. Quelqu'un... Non ? Ça pose problème à personne ? Eh bien, je le dis à l'ARCOM et au président de la République. En République et en démocratie, même si elle est abîmée ces temps-ci, il n'y a pas de candidature officielle. Chacun doit être soumis aux mêmes règles. Alors vous aussi, monsieur le président de la République, respectez la démocratie. Alors, il a causé 2 heures. 2 heures globalement à se plaindre des effets de ce qu'il a passé 7 ans à détruire quand il était au pouvoir. C'est assez gonflé. Et je vous donne ces mots d'ordre. J'aime bien la novlangue macroniste, je trouve ça assez invocateur. Et j'aime bien dire en réalité, mettre en miroir ce que c'est en réalité. Donc ces mots d'ordre, c'est puissance, prospérité, humanisme. Moi, je lui en propose un autre à la place. Arrogance, inégalité, autoritarisme. Ça décrit bien, non ? Voilà au final 12 ans au pouvoir, parce que 7 ans comme président de la République, mais on a tendance à oublier, il a été 5 ans ministre de l'économie, sous les socialistes, avant. Et donc 12 ans qu'il détruit notre industrie comme en bradant Alstom aux Américains, 12 ans qu'il détruit nos services publics, 12 ans qu'il organise notre impuissance écologique en soutenant des projets écocides comme Notre-Dame-des-Landes ou la 69, 12 ans qu'il fracasse notre système social avec les réformes des retraites, des APL, des chômages, tout ça. Bref, 12 ans à organiser les nuisances et 2 petites heures à se plaindre des effets. Au final, on aurait pu quand même avoir 10 heures de discours. On n'est finalement pas si mal servi. Mais j'en arrive vraiment au fond du fond. Parce que, vous savez, c'est notre côté un peu besogneux, nous les insoumis. Il y en a qui ont travaillé au Parlement européen ces dernières années. Ce n'est pas le cas de tout le monde, j'y reviendrai. Et quand on regarde un petit peu près ce qu'il a dit, son discours, en réalité, il est truffé
de contre-vérités. Je vais même plus loin, il est truffé de mensonges. Et avec Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus c'est gros, plus ça passe. Je vous les fais dans l'ordre. Il nous dit que l'égalité entre les femmes et les hommes est au cœur du projet humaniste de l'Europe. Menteur! Il a bloqué la directive européenne contre le viol. Il affirme que le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, est un bon accord, notamment parce qu'il y aurait des clauses miroirs. Menteur, là aussi, on importe notamment du bœuf aux hormones et des cultures avec des pesticides. Il dit avoir répondu à la colère du monde agricole. Là aussi, menteur. Et pas plus tard que la semaine dernière au Parlement européen, nous avons voté, ou plutôt nous avons voté contre, le détricotage des normes environnementales de la politique agricole commune. Et ils ont voté contre l'instauration des prix planchers qu'on proposait. Il se fait le héros des nouvelles ressources financières de l'Union européenne. Là aussi, menteur. C'est lui qui bloque la taxation sur les transactions financières au niveau européen. Il prétend aussi être le champion de la planète, avoir fait des grands progrès écologiques. Là aussi, menteur. C'est bien, vous l'avez bien. On le refait. Là aussi, menteur. Ah, j'aime bien. Ça me fait penser à Super Menteur, pour ceux qui ont la référence des Guignols. Donc, allez, une dernière fois, là aussi. Là aussi, en matière écologique, il désobéit aux normes écologiques sur la pollution de l'air. Il intègre le gaz comme une énergie propre, tout le monde le sait, c'est une énergie propre, et il maintient l'usage du glyphosate. Bref, Emmanuel Macron sur la scène européenne, c'est un... C'est la raison pour laquelle, le 9 juin, il faudra aller démacroniser l'Europe. Vous savez, pour moi, Emmanuel Macron, ça me fait un peu penser à l'arnaqueur sur Tinder. Alors là, en général, on me dit, mais Manon, t'es allée souvent sur Tinder? Non, pour tous ceux qui connaissent l'application de rencontre, il n'y a pas besoin d'y être allé 100 000 fois, on comprend très bien. Le mec qui fait des belles promesses et qui arrive et qui, en gros, vous dit ce que vous avez envie d'entendre pour vous séduire, et une fois qu'il a ce qu'il veut, il disparaît. Alors le 9 juin, pour ceux qui connaissent l'application, vous pouvez faire un truc qui swipe left, passer au suivant. Le suivant, c'est bien sûr l'après-Macron que nous allons construire ensemble. Mais il y a un tout dernier mensonge sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il nous parle d'investir pour relancer la croissance. J'aime bien citer du Emmanuel Macron dans le texte. Investir pour relancer la croissance. Mais j'adore. J'espère que dans les autres salles, ils le font aussi. Attendez, on va le faire une dernière fois. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron? J'adore. Et en réalité, là aussi, évidemment, il ment parce qu'il nous a condamnés à perpétuité, à une austérité sans fin. Là aussi, pas plus tard que la semaine dernière au Parlement européen, main dans la main, les socialistes, toujours eux, les libéraux et la droite ont voté ensemble la plus grande cure d'austérité qui ne sera jamais vue sur notre continent. On connaissait déjà la troïka entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. On a maintenant la troïka Macron, Glucksmann et Bellamy. Et les conséquences, elles seront très concrètes. Quand on parle de l'austérité, je sais que c'est un mot un peu abstrait. Je vais vous dire les conséquences très concrètes. On l'a vu depuis un certain nombre de semaines, le gouvernement qui se lance dans une forme de concours Lépine de comment on va faire la poche des Français. Quelle est la meilleure idée pour aller chercher de l'argent pour vous faire les poches? Alors le lundi, il s'attaque à la réforme de l'assurance chômage, le mardi, c'est les pensions de retraite, le mercredi au remboursement des médicaments, le jeudi à la rénovation thermique des logements, le vendredi aux moyens de l'éducation nationale et de l'hôpital public. Bref, vous avez compris, tout y passera. Alors, le 9 juin, les amis, on va faire de cette élection un grand référendum contre leur plan d'austérité à perpétuité. On va mettre fin à leur politique de raquette sociale.
faut boire un coup vu la chaleur, tant qu'on a encore de la flotte. Au final, dans son discours, j'ai bien cherché, 2 heures, c'est long quand même, pas un seul mot sur, juste au passage, la première préoccupation des Français, qui est l'inflation, le pouvoir d'achat, la hausse des prix, vous le dites comme vous voulez. Donc le mec qui vient s'adresser au pays, à la nation tout entière, et il ne parle pas de la première chose, et de très loin, enquête après enquête, année après année, qui est la préoccupation. Alors, j'ai bien cherché, puis après j'ai vérifié, je fais un contrôle F dans son discours, j'ai trouvé le mot travail. J'ai trouvé. Il a dit que ça coûtait trop cher. Le même argument qu'ils utilisaient pour faire le CUCE, la réforme des retraites, celle du chômage, bref. La question du travail, finalement, pour lui, c'est juste un coût. Voilà, vous êtes un coût respectif, chacune et chacun, pour tous les salariés et les employés. Et finalement, il n'a que faire des conditions de travail. Alors, en cette veille de 1er mai, de la Journée internationale pour la lutte des droits des travailleurs, moi, j'ai envie de vous parler de travail, d'emploi, de comment on crée des richesses, mais comment on les partage aussi. Parce que s'il veut parler d'une Europe puissance, comme il dit, eh bien, la première puissance de notre économie, c'est celles et ceux qui se lèvent tous les matins et qui participent à la richesse de notre pays en allant travailler. Ce sont eux la première richesse. Voilà, en quelque sorte, l'Europe que nous défendons. Une Europe qui protège son industrie et ses emplois. Mais face à nous, on a les fossoyeurs, ceux qui laissent fermer les usines de panneaux solaires. Je pense à Sistovie, à côté de Nantes, mais je pense ici aussi, plus proche d'ici, Photowatt à Bourgoin-Jallieu, que vous connaissez peut-être, et ce, alors même que la France est complètement à la bourre dans ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Ces fossoyeurs qui laissent des entreprises comme Duralex fermer leurs usines parce que l'énergie coûte trop cher. Ces fossoyeurs qui laissent les laboratoires pharmaceutiques Servier vendre Biogarant à un groupe indien, qui laisse Sanofi engranger des crédits d'impôt et des profits tout en supprimant des centaines de postes quand la France connaît des pénuries de médicaments historiques et ne maîtrise plus sa capacité de produire. La honte de connaître en 2023 le nombre record de pénuries de médicaments pour des choses aussi simples dans notre quotidien que du paracétamol. Où est passée notre grande puissance économique, celle qui devrait être la puissance européenne? Ce sont précisément eux les fossoyeurs, qui ont organisé la destruction de notre tissu industriel, eux auxquels nous allons nous attaquer, eux contre lesquels nous avons de cesse de nous battre pour reconstruire précisément notre tissu industriel. Parce qu'il est clair que nous proposons toute autre chose. Et je vois bien, de plateau en plateau, de média en média, Mathilde en fait pas mal aussi, tu l'as évoqué, on nous demande, mais vous ne parlez que de la situation de Gaza dans cette campagne. Alors, pardon, c'est pas nous qui avons fait le choix qu'un peuple se fasse massacrer dans la bande de Gaza. Je pense que la prochaine accusation qu'ils vont nous faire, c'est celle-là. Mais il se trouve, et ils pourraient faire un peu preuve de plus d'originalité dans leurs questions, parce qu'ils n'hésitent pas à aller voir un truc qui s'appelle un programme. Un programme que nous avons publié, qui fait 54 pages, plus de 400 propositions. Et comme je suis sympa, à nos amis les journalistes, je vais les aider. l'unionpopulaire.fr. Alors je sais, c'est un peu old school d'avoir un programme pour concourir à une élection. Mais ce programme, il est précisément basé sur le travail de nos eurodéputés au Parlement européen. Il est basé sur le programme de la NUPES que nous allons porter avec fierté, avec Damien et Arash qui sont derrière moi. Non, nous n'avons pas renoncé. Je le dis au passage. Non, nous n'avons pas renoncé à cette unité derrière un programme de rupture. Ça a été rappelé par Arash. Nous avons même proposé et offert la tête de liste, et je le dis singulièrement,
dans une ville ici à Grenoble qui a peut-être expérimenté avant d'autres ce que c'est de travailler entre différentes forces de gauche. Et nous savons trop bien comment la trahison de certains programmes peut mener précisément à la défaite de la gauche. Donc je le dis, oui, dans cette élection le 9 juin, nous serons la seule liste qui portera avec fierté le programme de la NUPES pour préparer l'après-Macron et pour demain gouverner le pays. Alors, je vais juste vous présenter un tout petit bout de notre programme, mais pour les journalistes qui seraient vraiment intéressés, je vous invite à aller voir l'ensemble des propositions. Ça les embête parce qu'on a un peu un collable. C'est Jean-Jacques Bourdin qui m'a dit ça à la sortie de mon interview hier. Il m'a dit « J'ai pas réussi à vous coincer. Désolé. » Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre plan de relocalisation industrielle pour produire ce dont nous avons besoin ici et ne pas le faire venir de l'autre bout du monde. Et ça passe par une première chose simple et évidente, en finir avec les accords de libre-échange qui détruisent tout sur leur passage, notre industrie, notre agriculture. Et je veux vous dire à quel point je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe, oui, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange, d'où qu'ils soient. Personne ne peut en dire autant. Nous proposons aussi un protectionnisme écologique, car il faut protéger notre capacité à agir. Nous ne pouvons plus accepter que 97% des panneaux solaires que nous utilisons soient produits en dehors même de l'Union européenne, alors que précisément ici dans la région, nous avons les compétences à Bourgoin-Jallieu. Et je veux le dire pour des entreprises comme Photowatt, comme Systevis, c'est la responsabilité de la France et de l'Union européenne de les sauver, mais aussi d'avoir un grand plan de production de panneaux photovoltaïques, mais aussi de pales d'éoliennes ici sur notre territoire, parce que oui, nous avons les compétences et le savoir-faire. Pour pouvoir produire ici, il faudra aussi encadrer les prix de l'énergie. Vous avez vu que Macron ne jure que par le high-tech, le numérique, les ordinateurs quantiques, comme à la Sorbonne. Mais ce dont ont d'abord besoin les gens au quotidien, c'est le verre, du Ralex. Ça nous rappelle tous notre enfance à la cantine. Et pourquoi je vous parle de l'entreprise du Ralex? Une des raisons pour lesquelles elle ferme, c'est l'explosion des prix de l'énergie. Et au Parlement européen, notamment avec ma collègue Marina Mesure, nous avons été les seuls à résister, à nous opposer à l'inique réforme du marché de l'énergie qui va faire exploser encore plus, y compris pour les entreprises, les prix et les factures d'énergie demain. Nous proposons aussi de protéger notre capacité à produire des médicaments en France. Car oui, quand des big pharma veulent fermer les usines pour les délocaliser et faire des profits, nous avons le courage de dire non, que la santé des gens doit passer avant l'argent. Et nous proposons un droit de préemption pour les industries stratégiques qui garantissent une capacité à construire des stocks stratégiques de produits vitaux. Et cela passera par la constitution d'un pôle public du médicament et une directive zéro pénurie pour que plus jamais nos enfants, nos anciens n'aient à attendre avant d'avoir des médicaments. Mais pour faire tout ça, il faudra libérer les entreprises. Alors là, tout le monde se dit « Ok, cool, Manon Aubry est devenue macroniste, elle va nous parler de libération des énergies. » Non, je vous propose de libérer les entreprises du poids de la finance. Parce que, vous savez, on est à cette saison des assemblées générales dans les grandes entreprises.
vous le savez tous, avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam et je documentais chaque année les explosions d'inégalités au sein des grandes entreprises. Donc c'était un peu mon grand moment à moi de l'année où on n'est pas nombreux en France à se délecter des petits chiffres dans les petites lignes des rapports des grandes entreprises du CAC 40. Et c'est le moment où, d'année en année, je me souviens à chaque fois que j'allais voir ma direction générale en disant j'ai pondu les nouveaux chiffres des inégalités au sein des entreprises du CAC 40 et en général je titrais record, etc. Et à chaque fois ma direction me disait bah non, t'exagères, on a dit ça l'an dernier. Bah ça c'était il y a 5 ans. Depuis, je siège au Parlement européen et ceux qui m'ont succédé, tous les ans, ils ont continué à dire record d'inégalité de salaire au sein des entreprises, avec des rémunérations obscènes pour les dirigeants et les actionnaires, tout en oubliant que tout ça, c'est en pressant comme des citrons les salariés au sein de ces entreprises. Je vais vous donner quelques exemples. Prenez un dont on a parlé pas mal ces dernières semaines, Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. Carlos Tavares, c'est 36,5 millions d'euros par an de rémunération. Alors là, tout le monde se dit, 36 millions d'euros, attends, mais je ne vais même pas gagner ça dans ma vie, même pas dans plusieurs vies. Alors, je suis sympa, je voulais ramener à ce que dans la vraie vie des gens, c'est en équivalence 1700 fois le SMIC, 100 000 euros par heure. Vous imaginez une heure de meeting, là? Allez, pouf, 100 000 euros. Alors non, on ne paye pas nos militants qui viennent dans nos meetings au cas où on nous pose la question. Je sens que je vais avoir des problèmes encore. Et moi, j'ai une question. Quand on gagne 1700 fois le SMIC, qui pense sérieusement que le PDG de Stellantis vaut 1700 fois et a 1700 fois plus de mérite que son salarié dans les usines de production? Qui pense sérieusement cela? Il y en a un autre qui a toujours été en haut du classement, c'est Bompard, pas Manu. Pas le nôtre. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Tout le monde connaît bien Carrefour. Alors, en moyenne, Alexandre Bompard, il gagne... Ce qui me donne l'occasion de dire qu'ils font du profit, du coup, sur la colonisation israélienne. Donc, c'est une double manière indécente de faire du profit. Mais pour revenir à combien il gagne, Alexandre Bompard, il gagne 426 fois le salaire moyen de son entreprise. Donc, imaginez, quand il se lève le 1er janvier, quand vous avez encore un peu la gueule de bois, quand il se couche le soir, il a déjà gagné beaucoup plus que ce que son salarié va gagner dans une année entière. Voilà l'indécence de ceux qui s'enrichissent. Et on n'est pas bien là, entre patrons du CAC 40 qui gagnent en moyenne, tous confondus, 331 fois le SMIC, contre 40 fois seulement en 1979. On n'est pas bien avec une rémunération qui a augmenté de 27% en un an, comme si votre salaire, à vous, il avait augmenté de 27% en un an. Et on n'est pas bien là à faire plaisir aux actionnaires en leur donnant plus de 90 milliards d'euros. Et puis évidemment, ils le rendent bien au PDG. Allez, je te donne des dividendes, donc du coup, je vote pour ta rémunération astronomique. C'est un petit jeu du gagnant-gagnant. Bref, je veux le dire avec beaucoup de force. Ces grands patrons payés des millions et des millions d'euros ne le valent pas. Et vous vous souvenez peut-être, quand j'ai participé à une action devant l'Assemblée générale de Total l'an dernier, il y a un actionnaire de Total qui m'avait dit en m'insultant que j'étais une parasite. Eh bien, je vous fais une proposition aujourd'hui. Je pense que ce sont ces PDG précisément qui s'enrichissent de manière indécente sur le salaire de ces ouvriers, des salariés qui sont des parasites. Ce sont eux les parasites de notre pays. C'est pourquoi, dans cette campagne, et particulièrement ces jours-ci, nous porterons une directive qui fixe les écarts maximum de salaire de 1 à 20 au sein d'une même entreprise. Et salaire de 1 à 20. Imaginez, si votre plus bas salaire, il est au SMIC, j'ai fait le calcul, pour le PDG, ça fera 35 000 euros par mois. Ça va, c'est pas mal.
je nous trouve plutôt sympa au final. Et avec nous, il n'y aura plus de Carlos Tavares, payé 36,5 millions d'euros par an. Il n'y aura plus de PDG parasites qui s'enrichissent sur le dos des salariés et des ouvriers. Il n'y aura plus de PDG qui cherchent la rentabilité à court terme, non des bisbilles avec les actionnaires. Il y aura une économie qui sert les besoins, une économie qui paye celles et ceux qui participent au quotidien à sa richesse. Bref, nous irons chercher l'argent là où il est. Je le dis au passage que toutes ces propositions sociales, et en particulier les écarts maximum de salaire de 1 à 20 entre les employés et les PDG d'une grande entreprise, et je le redis, 35 000 euros par mois, d'aucuns diraient que finalement on est assez généreux. Eh bien, ces écarts de salaire-là maximum, je les ai déposés à plusieurs reprises en amendement au Parlement européen. Et devinez qui a voté contre? Jordan Bardella. Jordan Bardella, toujours là pour défendre les intérêts du CAC 40. Alors le 9 juin, ne vous trompez pas à toutes celles et tous ceux qui pensent que le Rassemblement national va défendre les intérêts de celles et ceux qui travaillent, qui subissent le prix de l'inflation. Et à l'heure actuelle, Jordan Bardella n'est autre que le larbin du CAC 40 et des PDG dont il protège les intérêts. Alors, j'entends déjà Valérie Hayé, la tête de liste macroniste, pour ceux qui l'auraient oublié. Non, ce n'est pas Emmanuel Macron, au moins officiellement. Donc j'entends déjà Valérie Hayé qui dit oui, mais votre proposition, c'est de la démagogie, ils vont fuir à l'étranger. Rassurez-vous, on a aussi tout pensé. Alors non seulement on fera en sorte que les pays européens, qui sont les premiers pays où sont délocalisés les profits, comme l'Irlande et le Luxembourg, soient considérés comme ceux qu'ils sont, des paradis fiscaux, mais surtout, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On ne s'arrêtera pas aux écarts maximum de salaire de 1 à 20 au sein des entreprises. Oui, nous porterons avec fierté et nous irons taxer les super profits, les super dividendes et les super richesses de celles et ceux qui se sont enrichis ces dernières années. Alors, pour conclure, les amis, on est aujourd'hui à quelques semaines de l'échéance, à peine plus de 6 semaines. Et vous pouvez être sûr que ce dont j'ai parlé, par exemple, Carlos Tavares, lui, il vote. Les PDG du CAC 40, ils votent. Bernard Arnault, le PDG de LVMH, il vote. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il vote. Ils votent pour que rien ne change. Ils votent pour que leurs profits, leurs intérêts et leurs dividendes soient protégés. Alors, le 9 juin, si les travailleurs, si le peuple s'en mêle, oui, nous pourrons tout changer et les renverser. Nous irons, chaque jour de ce mandat au Parlement européen, arracher des victoires pour les travailleurs comme nous les arrachons dans la rue et comme nous avons réussi avec Leïla Chaibi, une travailleure qui va changer la vie, une directive qui va changer la vie de 4 millions de travailleurs dans notre continent. Enfin, les travailleurs ubérisés vont avoir une protection sociale dans notre pays. Voilà à quoi servent des députés insoumis. Vous le voyez bien, ils verrouillent. Ils veulent une élection sans le peuple. Remarquez au passage, Mathilde en a dit un mot, qu'ils n'ont absolument rien fait pour que les 12 millions de personnes pas inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales puissent enfin voter. Alors, je veux le dire, gloire
à toutes les militantes et les militants qui ont fait le travail de l'État, qui porte après porte, marché après marché, tractage après tractage, sont allés vérifier les situations électorales des gens et je le dis, nous avons jusqu'au 1er mai, demain, et en ligne, et jusqu'au 3 mai en mairie, pour faire en sorte que le peuple ne soit pas privé de cette élection. Merci à vous les militantes qui avez fait le travail du gouvernement. Voilà ce que nous allons faire en cette veille de 1er mai, qui aura une double importance. Nous allons collectivement faire triompher les droits des travailleurs dans la rue, fidèles à l'histoire sociale de notre famille politique. Et le 9 juin, nous allons, avec un bulletin de vote, nous donner le pouvoir de tout changer. C'est cette trajectoire, les amis, avec laquelle nous allons repartir. Chacune et chacun, de la machine à café à son voisin, à son collègue de travail, nous allons faire cette campagne de conviction et nous allons leur montrer que oui, le 9 juin prochain, le peuple sera au rendez-vous. Je terminerai par ces mots du grand poète et cinéaste antifasciste Pier Paolo Pasolini. Il disait « Tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité ni paix. Voilà la raison de tout le mal de notre temps. Alors, contre le mal de notre temps, soyons nombreuses et nombreux demain le 1er mai dans la rue et encore plus nombreux à déferler le 9 juin ensemble.